Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on vous propose un petit voyage dans le temps et pour ça, nous allons aller sur une planète, la planète DS, en compagnie de Didier Ricq. À cette occasion, nous avons troqué nos habits conventionnels pour ceux de l'époque. Et ce que je vous propose tout de suite avec Didier, c'est d'évoquer le passé et l'histoire de cette DS. Pourquoi la DS, la Citroën DS, a marqué son époque? La Citroën DS, c'est d'abord un véhicule révolutionnaire en termes de style. Un style sans pareil. Quand elle est sortie en 1955, ça a vraiment été une révolution. Et puis aussi une révolution technologique avec la suspension oléopneumatique, la direction assistée, le freinage assisté. C'était un véhicule qui n'a jamais eu d'égal à son époque et même longtemps après. Alors forcément, on ne peut pas parler de DS sans parler aujourd'hui de la marque DS. La marque DS qui est toute jeune finalement, qui est arrivée très récemment. Alors c'est vrai qu'on se souvient au tout début, en fait, avant que ce soit la marque DS, c'était la Griffe DS en 2009. Et Citroën disait, ça y est, on va refaire une DS. Ça avait fait un buzz énorme sur Internet. Et tout le monde s'imaginait qu'on allait retrouver une réminiscence moderne de cette voiture-là. En fait, c'était pas du tout le cas. Parce qu'en fait, ce qui est sorti, c'était la DS3, qui était plus dans l'esprit d'aller concurrencer la Mini que de refaire une grande berline routière. Et donc finalement, il aura presque fallu attendre 10 ans de plus pour tomber sur cette berline? Quasiment, puis on attend encore un peu parce qu'en fait, ce sera qu'en 2021 qu'on verra la DS9, mais qui sera en quelque sorte une héritière légitime de la DS. Alors ce que je vous propose, c'est de faire à présent un parallèle de style, puisque les évocations au passé sur la nouvelle venue sont assez nombreuses. Didier, on va commencer par parler du style extérieur de ces deux DS finalement. Et la première évocation au passé sur la nouvelle venue, c'est ces petites wings finalement qu'on retrouvait et qu'on retrouve aujourd'hui sur la nouvelle DS9. Alors effectivement, on retrouve de manière scénarisée un petit peu différemment parce que c'est pas du rétro design, mais cette partie chromée sous le phare, ça évoque en fait le pare-choc de la DS d'origine. Un autre parallèle qu'on peut faire, ce sont les phares tournants. Alors tout à fait, les phares tournants qui sont apparus à mi-carrière au moment du restylage, eh bien là sur la DS9, on a 3 modules qui sont scénarisés en forme de diamant et qui pivotent au moment de la mise en route du véhicule. Et puis le dernier parallèle qu'on peut faire entre le modèle nouveau et le modèle ancien, c'est cette arête qu'on retrouve sur le capot et qui est aujourd'hui matérialisée par ce sabre. Exactement, et une autre filiation esthétique. Didier, avoir la DS9 et la DS de profil, c'est là où on se rend mieux compte des proportions des deux modèles. Et ce qu'on peut dire sur cette DS Palace, c'est qu'elle a un empattement qui est démesurément grand comparé au gabarit général de l'auto. Effectivement, la voiture, elle fait 4,80 m de long, ce qui était déjà respectable à l'époque, mais surtout, elle a un empattement de 3,12 m, donc c'est gigantesque. C'est l'équivalent finalement d'une Audi A8, alors que la DS9, elle, a un empattement beaucoup plus court. Oui, parce qu'en fait, une Audi A8, ça fait 5,30 m de long pour 3,12 m d'empattement. Là, on est beaucoup plus court. Et la DS9, elle a des proportions en fait qui sont dans le segment. C'est aujourd'hui quelque chose d'incontournable. 4,93 m de long, 2,90 m, c'est des proportions qui sont imposées par la concurrence. Et finalement, la forme générale de la voiture est aussi imposée par la concurrence parce que là, on voit que la DS a des porte-à-faux qui sont plus courts, alors que la DS9, on a des beaucoup plus longs. Exactement. Là, il n'y a quasiment pas de porte-à-faux à l'arrière. Porte-à-faux long à l'avant pour des raisons techniques. Mais la DS9, c'est des plateformes, notamment celle de la Peugeot 508 qui a été réutilisée. Donc, on n'a plus la main pour définir des proportions spécifiques pour un modèle de ce type aujourd'hui. Un dernier petit mot avec ces deux autos de profil. C'est cette ligne de coupé, finalement, cette ligne de pavillon très plongeante qu'on retrouve aujourd'hui sur la DS9. Oui, exactement. On a une ligne continue entre le pavillon, la lunette arrière et la malle de coffre. Et on a exactement la même chose, en plus moderne évidemment, sur la DS9. À la différence qu'à l'époque, DS s'est passé de contours de vitre. Voilà, ce que ne fait pas aujourd'hui. Il y avait des portes sans encadrement sur la DS, et puis aujourd'hui, pour des raisons principalement de coût, on n'a pas reconduit des portes sans encadrement sur la DS9. On continue les parallèles entre le design de cette DS Palace et de cette DS9 avec des évocations au passé, et notamment une reprise sur la DS9 de ces fameux cornets. Alors à l'époque, c'était des clignotants, mais aujourd'hui, ça a une toute autre signification. Aujourd'hui, c'est une autre signification parce que en fait, la législation ne permet pas d'avoir un éclairage dans l'axe arrière du véhicule, c'est illégal, donc ça éclaire sur les côtés, mais le gimmick est bien présent. Autre gimmick présent, c'est ce soulignement des feux arrière avec de jolis croisillons,
une évocation au passé, là encore. Clairement, oui, cette pièce-là, en fait, on la retrouve modernisée, évidemment, mais sous le feu arrière, et ça permet également sur le profil d'affiner et d'étirer les lignes. Un dernier mot finalement sur les lignes de cette DS9. Elles sont très fluides, comme par le passé, et avec même un petit détail stylistique, ces fameuses poignées de porte à Florence. Oui, ces poignées de porte à Florence qui ne perdurent pas les lignes, et puis c'est un plus aussi au niveau de l'aérodynamique, pour ne pas perturber le flux sur le côté du véhicule. Alors, j'ai testé et approuvé le volume de coffre de la DS, très profond, qui n'a pas du tout la même philosophie finalement dans la DS9. Ouais, c'est pas du tout la même morphologie en fait dans la DS9, c'est plus de la profondeur dans la longueur du véhicule, et puis on a également plus de largeur parce que les proportions du véhicule, c'est dans cette logique-là en fait. On profite d'être à l'arrière de cette DS Palace pour aussi parler d'un équipement qui a fait fureur au lancement, c'était la suspension oléopneumatique, qui avait une vraie fonctionnalité pour assurer le confort des occupants. Oui, il y avait différentes hauteurs de suspension. Puis en fait, aujourd'hui, l'équivalent sur la DS9, c'est plutôt le scan vision, en fait, la caméra qui scrute la route au devant du véhicule et qui adapte la suspension en fonction des aspérités qu'il peut y avoir sur la chaussée. Bon, on va quitter notre coffre de voitures respectifs et on va aller faire un tour à l'intérieur parce que vous allez le voir, l'intérieur de la DS, des DS sont au top niveau confort. Exactement. On parlait de confort, mon cher Didier, bienvenue dans mon salon, enfin dans cette intérieur de DS Palace avec des sièges. Je crois que je n'ai jamais vu des sièges aussi moelleux et confortables dans ma vie de journaliste automobile. C'est clair qu'on s'enfonce vraiment dans les sièges, c'est super moelleux. Puis ce qui fait penser aussi un peu à l'univers du salon, c'est qu'il n'y a pas d'appui-tête. C'est vrai. On dirait vraiment un peu des Chesterfield. Avec un niveau de confort qui m'a donné envie de piquer un petit somme tout à l'heure. Et que dire de la moquette? Il y a au moins 5 cm, on a envie de quitter ses chaussures et d'enfoncer les doigts de pied dans la moquette. Bon alors, au-delà du confort, il y a quelques innovations dans cette voiture, avec une implantation de planche de bord en 2001 et un volant monobranche qui est une spécificité de Citroën. Oui, en fait, c'est une forme, une fonction, c'est minimaliste et c'est très efficace. Que dire de la boîte de vitesse? Pareil, elle est positionnée à un endroit très spécifique, mais elle sert à la fois de démarreur et de changement de rapport. Exactement. Puis juste au-dessus, on a la distance d'arrêt sur sol sec. Donc ça, c'était un plus pour la sécurité, pour savoir à un instant T quelle distance il fallait pour arrêter complètement le véhicule. Bon, je ne prendrais pas trop de risques, hein, vu les montants en fil de fer, il valait mieux prévoir ses freinages et les anticiper, je pense. Mais par contre, c'est un plus pour la visibilité, parce qu'on a vraiment une vision à 360 sans aucune altération du paysage. Avec un rétroviseur qui en plus se situe pas du tout sur la vitre comme de coutume, mais sur la planche de bord, donc ça libère encore plus d'espace. Un dernier petit mot, finalement sur l'autoradio qu'on ne retrouve pas du tout à sa place habituelle. C'est le passager qui s'occupe de la playlist en fait, donc faut bien s'entendre. Bon, ce que je vous propose Didier, c'est qu'on passe à bord de la DS9 pour voir les innovations qui accompagnent cette nouvelle berline française. Cette fois Didier, on est vraiment à bord d'une voiture moderne. Ah oui, ça se voit évidemment avec une surface vitrée restreinte et puis surtout des structures de caisse vraiment renforcées pour la sécurité en cas d'accident. Et avec un niveau de technologie qui a fait un bond avec les années pour atterrir avec des compteurs numériques et un très large écran multimédia au centre de la planche de bord. Clairement, en 2020, on est vraiment dans l'ère du digital, donc il y a des dalles de partout, il y a des équipements de modèles contemporains, et puis en même temps, on retrouve quand même cette planche de bord en 2001 qui peut rappeler celle de la DS, et puis un soin particulièrement au niveau de l'Alcantara, parce qu'ici on est dans la finition Performance Line, et puis cet Alcantara, on le retrouve évidemment sur la sellerie et les contreportes, mais également sur la console centrale, ce qui n'est pas le cas dans d'autres modèles de la gamme DS, parce que cette DS9, c'est le fer de lance, le vaisseau amiral de la gamme DS. Alors si par exemple on a des équipements de confort pour la luminosité tels que le toit ouvrant, moi à l'arrière je ne vais pas me dire que je me sens engoncée mais presque parce que finalement un peu moins à l'aise que je pouvais l'être dans la DS. Et forcément, parce qu'il y a des proportions spécifiques, et puis comme on le disait tout à l'heure, ça reprend des éléments d'autres modèles, la 508, et donc on a une surface vitrée qui est forcément plus petite. Quand on parle ancienne, il y a une chose que je ne peux pas m'empêcher de faire, c'est de soulever le capot. Alors j'ai soulevé le capot de cette DS et je découvre le pourquoi du comment cette DS Palace a un porte-à-faux aussi long à l'avant. Effectivement, c'est l'implantation de la roue de secours en fait. Je découvre aussi qu'elle a une motorisation qui est plutôt modeste, un 4 cylindres seulement. Ouais, c'était un peu le talon d'Achille de la DS en fait. Autant sa devancière, la traction, elle avait des moteurs à 6 cylindres, de nobles moteurs à 6 cylindres. Là, c'est quelque chose d'un peu plus roturier, du 4 cylindres. Et je pense que c'est un atavisme qu'on retrouve encore sur la DS9 parce qu'il y a toujours du 4 cylindres en fait. 4 cylindres, mais DS a quand même fait le pari de l'hybride rechargeable, donc signe d'une avancée un peu plus
dans la gamme. Voilà, c'est l'idée d'un peu d'être dans le futurisme, plutôt dans quelque chose de contemporain. Il y a donc l'hybridation rechargeable, les 4 roues motrices avec une machine électrique à l'arrière. Mais sur certains marchés où la clientèle n'a Dieu que pour les grosses cylindrées, ce moteur 1.6 turbo, ça sera certainement déceptif. Et puis, autre oubli pour la DS9, elle fait l'impasse sur le diesel. Donc, en Europe, ça pourrait être un problème pour ce modèle. Cher Didier, l'heure est venue de conclure ce sujet autour de la DS9 et de la DS Palace. À son lancement, le 6 octobre 1955 au Salon de Paris, la DS Palace a déchaîné les foules, déchaîné les passions. Est-ce qu'on peut en dire autant de la DS9 ? Est-ce qu'elle n'a pas finalement raté son rendez-vous avec le public en n'ayant pas pu être présentée officiellement au Salon de Genève ? Déjà, oui, elle a raté son premier bain de foule pour les raisons que vous savez. Et puis, si la DS, elle est restée 20 ans au catalogue, ça sera vraisemblablement pas le cas de la DS9. Aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus rapidement. Elle arrive aussi sur un marché qui est beaucoup plus tendu, qui reste la chasse gardée des marques allemandes. Donc, pour se faire une place au soleil, pour elle, ce sera pas facile. Mais bon, les temps ont changé. Elle reste quand même novatrice finalement, un peu comme sa devancière, en proposant des équipements que n'ont pas forcément les concurrentes. Et puis, ça reste l'unique représentante française sur un segment des routières. Exactement, c'est l'unique berline premium française, donc le panache à la française, le luxe à la française. Donc rien que pour cela, il faudrait quand même saluer le travail des équipes de DS. Mais est-ce qu'on peut regretter finalement peut-être un manque de ce quelque chose qu'a cette DS et que n'a peut-être pas cette DS9 ? Mais peut-être qu'aujourd'hui, en fait, c'est le propre de l'automobile. On a beaucoup moins de liberté de création parce qu'il faut composer avec des plateformes, avec une logique de groupe. Donc on n'a plus la fantaisie, le grain de folie, l'originalité, la singularité d'une DS et c'est peut-être un peu dommage. Mais c'est presque le propre de tous les constructeurs aujourd'hui. Exactement. Merci de nous avoir suivis sur largus.fr et à très bientôt. Et ne manquez pas également de nous retrouver sur les réseaux sociaux. À bientôt.